En septembre 2006, le berger Henri Leclerc remontait lentement le sentier pierreux qui traverse les Bardenas réales, cette région semi-aride unique, située entre l'Aragon espagnol et les Pyrénées-Atlantiques françaises. Ses brebis paissaient tranquillement quand quelque chose a attiré son attention près d'un affleurement rocheux. Coincé entre deux pierres calcaires, partiellement enterrées par 20 années de poussière et de sable, se trouvait un objet métallique vert olive, une gourde militaire française, modèle années 80, avec des initiales gravées, AV. À l'intérieur de cette gourde, préservée par l'air sec du désert, Henri découvrit des échantillons de roches soigneusement étiquetés et des notes manuscrites en espagnol. Des notes qui mentionnaient des niveaux de radiation anormalement élevés, des animaux morts sans explication apparente, et une phrase qui glaça le sang du vieux berger: « Ils ne doivent pas savoir que j'ai découvert cela ». Ces objets appartenaient à Antonio Vega, géologue espagnol de 28 ans, disparu sans laisser de traces le 15 octobre 1986 dans cette même région. Un homme dont la famille n'avait jamais cessé de chercher la vérité. Mais ce que contenait cette gourde allait révéler un secret d'État qui avait coûté la vie à Antonio et qui avait été enterré dans le silence pendant 2 décennies. Qu'est-ce qu'Antonio Vega avait découvert dans ce désert isolé qui justifiait de le faire disparaître à jamais? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses, réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut d'abord connaître les Bardenas réales, cette formation géologique extraordinaire de 42 000 hectares qui s'étend entre la Navarre espagnole et le département français des Pyrénées-Atlantiques. Désignée réserve de biosphère par l'UNESCO en 2000, cette région semi-aride ressemble à un paysage lunaire avec ses formations de grès, ses ravins profonds et ses plateaux arides battus par les vents. Les températures peuvent y atteindre 45 degrés en été et descendre en dessous de 0 en hiver, créant un environnement hostile où seules les espèces les plus résistantes survivent. Les Bardenas sont divisées en 3 zones distinctes. La Bardena Blanca au sud, caractérisée par ses formations calcaires blanches et ses cheminées de fées spectaculaires. La Bardena Negra au nord, couverte d'une végétation plus dense de pins et de chênes kermès. Et enfin les Planas, vastes étendues plates utilisées traditionnellement pour l'agriculture et le pâturage. Cette géographie complexe crée une multitude de microclimats et d'écosystèmes uniques, expliquant pourquoi la région attire depuis des siècles naturalistes, géologues et chercheurs du monde entier. L'histoire géologique des Bardenas remonte à plus de 25 millions d'années quand cette région était encore recouverte par la mer. Les sédiments marins, principalement composés de calcaire, de grès et d'argile, se sont accumulés en couches successives avant d'être soulevés par les mouvements tectoniques qui ont formé les Pyrénées. L'érosion millénaire a ensuite sculpté ces paysages fantastiques, créant des formations uniques comme la célèbre Castil de Tierra, un piton rocheux isolé devenu l'emblème de la région. C'est dans ce décor austère mais fascinant qu'Antonio Vega avait grandi, dans le petit village navarrais de Tudela, situé à seulement 30 km du désert. Tudela, fondée par les Maures au IXe siècle, est une ville riche d'histoire avec ses 32 000 habitants, ses monuments médiévaux et sa cathédrale romane remarquable. La ville vit principalement de l'agriculture intensive, pratiquée dans la fertile vallée de l'Èbre, de l'industrie agroalimentaire et depuis les années 80, d'un tourisme culturel et naturel en plein développement. Né le 3 mars 1958 dans une famille de petits agriculteurs, Antonio était l'aîné de 3 enfants. Son père, Miguel Vega, cultivait des oliviers centenaires sur un terrain de 8 hectares hérité de son propre père, et élevait une 50aine de chèvres dont il vendait le lait et le fromage sur le marché local de Tudela. La famille possédait également quelques hectares de vignes qui produisaient un vin rosé apprécié dans la région. Miguel était un homme taciturne mais travailleur, respecté par ses voisins pour sa droiture et son expertise agricole.
Rosa Mendoza, la mère d'Antonio, enseignait à l'école primaire publique de Tudela depuis 1955. Femme cultivée et passionnée, elle avait étudié à l'école normale de Pampelune et parlait couramment le français et le basque en plus de l'espagnol. Rosa insuffla très tôt à ses 3 enfants l'amour de la connaissance et de la nature. Elle organisait régulièrement des excursions scolaires dans les Bardenas pour faire découvrir à ses élèves la richesse géologique et naturelle de leur région. Très tôt, le jeune Antonio montra une fascination particulière pour les roches et les minéraux qu'il collectionnait lors de ses promenades dans les Bardenas. Dès l'âge de 8 ans, il accompagnait régulièrement son grand-père maternel, Francisco Mendoza, ancien garde forestier qui connaissait chaque recoin du désert. Francisco, surnommé Paco el Sabio par les habitants du village, était une véritable encyclopédie vivante sur la faune et la flore locale. Il transmit à Antonio non seulement sa connaissance du terrain, mais aussi un respect profond pour l'équilibre naturel. Antonio était différent des autres enfants, se souvenait Francisco avant sa mort en 1979. Pendant que ses camarades jouaient au football, lui examinaient des cailloux avec une loupe. Il me posait sans cesse des questions. Pourquoi cette pierre était-elle plus lourde que l'autre? Comment se formaient ces cristaux? D'où venaient ces fossiles? J'ai vite compris qu'il avait un don particulier pour comprendre la nature. Cette curiosité naturelle se manifesta également à l'école, où Antonio excellait dans toutes les matières scientifiques. Ses professeurs remarquèrent rapidement ses capacités exceptionnelles d'observation et d'analyse. En classe de 5e, il réalisa un herbier de 150 espèces végétales des Bardenas, qui impressionna tellement son professeur de sciences naturelles que celui-ci l'envoya participer au concours national des jeunes naturalistes. Antonio remporta le premier prix, une récompense qui renforça sa vocation scientifique naissante. L'adolescence d'Antonio fut marquée par une passion grandissante pour la géologie. Il transforma le garage familial en véritable laboratoire amateur, équipé d'une balance de précision, d'un microscope d'occasion acheté avec ses économies et d'une impressionnante collection de minéraux soigneusement étiquetés et classifiés. Sa sœur Carmen se rappelle qu'il passait des heures entières à observer ces échantillons, prenant des notes détaillées dans des carnets qu'il numérotait méticuleusement. Antonio était obsédé par la précision, raconte Carmen aujourd'hui. Chaque échantillon avait sa fiche, avec la date de découverte, le lieu exact de prélèvement, les conditions météorologiques du jour et ses observations personnelles. Il disait toujours que la géologie était une science de détective, qu'il fallait rassembler tous les indices pour reconstituer l'histoire de la Terre. Cette méticulosité naturelle se révéla précieuse quand, en 1974, Antonio découvrit par hasard des fossiles de mollusques marins dans une formation calcaire des Bardenas orientales. Cette découverte, confirmée par un paléontologue de l'université de Saragosse, apporta de nouveaux éléments sur l'histoire géologique de la région et valut à Antonio une première publication dans le bulletin de la Société géologique d'Aragon. Il n'avait que 16 ans. Cette passion précoce pour la géologie poussa ses parents à faire des sacrifices considérables pour financer ses études. En 1976, Antonio intégra l'université de Saragosse, où il étudia les sciences de la Terre avec une spécialisation en géologie des sols arides. Brillant étudiant, il obtint sa licence avec mention très bien en 1980, puis poursuivit avec un master en géochimie environnementale, qu'il termina en 1982. Sa sœur Carmen, de 3 ans sa cadette, se souvient d'un frère méticuleux et passionné qui passait des heures à analyser ses échantillons dans le petit laboratoire improvisé qu'il avait installé dans le garage familial. Antonio voyait des histoires dans chaque pierre, raconte-t-elle aujourd'hui, ses yeux encore humides d'émotion. Il disait que les roches étaient comme des livres ouverts qui racontaient l'histoire de la Terre. Il voulait apprendre à les lire. Après ses études, Antonio trouva un poste de géologue junior au Centre de recherche géologique de Saragosse, où il se spécialisa dans l'étude des formations sédimentaires et de l'impact environnemental sur les écosystèmes arides.
Ses recherches portaient principalement sur la composition chimique des sols des Bardenas et leur évolution au fil des siècles. Son travail minutieux et ses publications dans des revues scientifiques lui valurent rapidement une reconnaissance dans le milieu académique espagnol. En 1985, Antonio épousa Elena Martinez, une collègue géologue rencontrée à l'université. Leur mariage fut célébré dans la petite église de Tudela, entourés de leurs familles et amis. Elena partageait la passion d'Antonio pour la recherche, et ensemble, ils formaient un couple uni par leur amour de la science et de la nature. Ils projetaient de fonder une famille et avaient même commencé à chercher une maison plus grande à Saragosse. La communauté de Tudela était typique des petits villages navarrais, une population de 32 000 habitants vivant principalement de l'agriculture et du tourisme, naissant liés aux Bardenas. Les habitants se connaissaient tous, et la disparition d'un des leurs, surtout quelqu'un d'aussi apprécié qu'Antonio, bouleversa profondément la région. Antonio était connu pour sa gentillesse, sa discrétion et son respect pour la nature. Il organisait régulièrement des conférences gratuites sur la géologie locale et emmenait souvent des groupes d'écoliers découvrir les merveilles cachées du désert. La région des Bardenas avait toujours été un terrain d'étude privilégié pour Antonio. Il connaissait chaque sentier, chaque formation rocheuse, chaque point d'eau. Les bergers locaux le saluaient avec respect quand ils le croisaient, chargé de son équipement scientifique, parcourant inlassablement les plateaux à la recherche de nouveaux échantillons. Il l'avait surnommé affectueusement El Científico del Desierto, le scientifique du désert. C'est dans ce contexte de confiance et de routine que la disparition d'Antonio prit une dimension si dramatique. Un homme qui connaissait parfaitement la région, équipé du matériel adéquat, expérimenté et prudent, ne pouvait pas simplement se perdre dans un environnement qu'il parcourait depuis son enfance. La météo d'octobre 1986 était particulièrement clémente dans la région, avec des températures diurnes autour de 22 degrés et des nuits fraîches mais non glaciales. Les conditions étaient idéales pour les recherches géologiques, loin des chaleurs écrasantes de l'été qui rendaient le travail de terrain presque impossible. Antonio avait planifié cette mission de 3 jours, avec son habituelle méticulosité, prévoyant d'établir son camp de base près de la Blanca Alta, l'une des formations les plus spectaculaires des Bardenas. Le matin du 13 octobre 1986, Antonio Vega quitta son domicile de Tudela à 6h30 précise, comme en témoigne Doña Carmen Ruiz, sa voisine âgée qui avait l'habitude de se lever tôt pour nourrir ses poules. Elle se souvient parfaitement de l'avoir vu charger son équipement dans sa Renault 4L blanche. Il avait sa grosse sacoche en cuir, son trépied pour les mesures, et ses petites boîtes où il rangeait ses échantillons. Il m'a salué de la main comme toujours, avec ce sourire qu'il avait. Elena, son épouse, était partie la veille pour un congrès de géologie à Madrid, où elle devait présenter ses recherches sur l'érosion des sols méditerranéens. Ce détail, apparemment anodin, prit une importance cruciale dans l'enquête, car Antonio se retrouvait ainsi seul pour cette mission, sans personne pour s'inquiéter de son absence avant plusieurs jours. Selon son carnet de recherche retrouvé plus tard dans son bureau, Antonio prévoyait d'étudier les formations de grès rouge de la zone orientale des Bardenas, particulièrement une région qu'il avait baptisée Secteur 7 dans ses notes. Cette zone, située à environ 15 km du village de Arguedas, était connue pour ses formations géologiques uniques et sa faune variée, notamment une colonie de vautours fauves qui nichaient dans les falaises. Le garde forestier José Luis Hernandez croisa Antonio vers 8h15 sur la route départementale qui mène au cœur des Bardenas. Il conduisait lentement, comme toujours, quand il partait en mission. Je l'ai reconnu tout de suite avec sa 4L blanche et son équipement sur le toit. On s'est fait un signe de la main. Ce fut le dernier témoignage confirmé d'Antonio vivant. D'après son planning habituel, Antonio devait installer son campement provisoire vers 9h, puis commencer ses relevés géologiques. Il emportait toujours avec lui un matériel complet, compteur Geiger portable, kit de prélèvement d'échantillons, appareil photo Nikon, carnet de notes étanche et naturellement sa gourde militaire française,
un souvenir de son service militaire effectué en 1980-1981. Cette gourde, d'une capacité de 2 litres, était devenue son compagnon de terrain indispensable. Le 15 octobre au soir, Elena rentra de Madrid et fut surprise de ne pas trouver Antonio à la maison. Elle téléphona immédiatement à ses beaux-parents, pensant qu'il avait peut-être prolongé sa mission d'une journée, ce qui lui arrivait parfois quand ses découvertes étaient particulièrement intéressantes. Mais Miguel et Rosa Vega n'avaient eu aucune nouvelle de leur fils. Inquiète, Elena contacta la Guardia Civile de Tudela le 16 octobre à 7h. Le sergent Francisco Morales, responsable de la brigade locale, prit sa déposition avec le sérieux requis. Antonio n'était pas homme à disparaître sans prévenir, et sa ponctualité légendaire rendait cette absence d'autant plus préoccupante. La première équipe de recherche fut organisée dès 10h le même jour. Elle comprenait 4 gardes civils, 2 gardes forestiers et une douzaine de volontaires du village, principalement des bergers et des chasseurs qui connaissaient bien la région. Ils localisèrent rapidement la Renault 4L d'Antonio, abandonnée près de la Blanca Alta, ses portes déverrouillées et ses clés sur le contact. L'examen du véhicule révéla des éléments troublants. Le matériel géologique d'Antonio avait disparu, mais ses affaires personnelles, portefeuille, papiers d'identité, veste de rechange, se trouvaient encore dans la voiture. Plus étrange encore, son sac de couchage et sa tente étaient restés dans le coffre, suggérant qu'il n'avait même pas eu le temps d'installer son campement. Les traces de pas autour du véhicule étaient confuses, effacées en partie par le vent constant qui balaye les Bardenas. Cependant, les enquêteurs distinguèrent nettement les empreintes des chaussures de randonnée d'Antonio, s'éloignant vers l'est, en direction d'une zone de ravin profond connue localement sous le nom de Las Cortadas. Ces traces disparaissaient après une 50aine de mètres sur le terrain rocailleux. Le capitaine Miguel Santamaria, envoyé de Pampelune pour coordonner les recherches, fit appel à l'unité cynophile de la Guardia Civile. Les chiens pisteurs arrivèrent le 17 octobre et suivirent la piste d'Antonio sur près de 2 kilomètres vers l'est, jusqu'à une zone de falaise où la trace se perdait définitivement. Cette zone, particulièrement dangereuse avec ses à-pics de plus de 50 mètres, fit craindre le pire aux enquêteurs. Pendant 6 jours, plus de 80 personnes participèrent aux recherches. Des hélicoptères de la Guardia Civile survolèrent systématiquement la région, des spéléologues explorèrent chaque grotte et chaque anfractuosité rocheuse, des plongeurs fouillèrent les rares points d'eau permanents. Rien. Antonio Vega semblait avoir été avalé par le désert. L'enquête officielle révéla quelques détails intrigants. Le compteur Geiger d'Antonio, un appareil coûteux et indispensable à ses recherches, n'avait jamais été retrouvé. Ses collègues de l'université confirmèrent qu'il ne se séparait jamais de cet instrument, même pour les missions les plus courtes. De plus, son carnet de notes de terrain, qu'il emportait systématiquement, avait également disparu. Elena, interrogée longuement par les enquêteurs, révéla qu'Antonio avait semblé préoccupé les semaines précédant sa disparition. Il recevait des coups de téléphone étranges le soir, raconta-t-elle. Quand je demandais qui c'était, il disait que c'était des collègues, mais il paraissait tendu après ces conversations. Elle mentionna également qu'Antonio avait récemment acheté un coffre-fort pour son bureau à la maison, chose qu'il n'avait jamais jugée nécessaire auparavant. La famille Vega refusa d'accepter la théorie de l'accident. Carmen, sa sœur, organisa des battues privées qui continuèrent pendant des mois. « Mon frère était le meilleur guide de cette région », répétait-elle à qui voulait l'entendre. Il connaissait chaque pierre, chaque danger. Il ne pouvait pas simplement tomber dans un ravin. Les autorités finirent par classer l'affaire en décembre 1986, concluant à un accident mortel avec disparition du corps, probablement emporté par les crues soudaines qui peuvent transformer les ravins secs en torrents dévastateurs. Cette explication, bien que plausible, ne convainquit jamais la famille d'Antonio ni ses proches collaborateurs. Au fil des mois, plusieurs théories émergèrent dans la région. Certains évoquaient un enlèvement crapuleux, d'autres un suicide déguisé, quelques-uns parlaient même de règlements de comptes liés à des trafics inconnus. Mais aucune de ces hypothèses ne résistait à l'analyse. Antonio n'avait pas d'ennemis.
Sa situation financière était saine et son équilibre psychologique ne présentait aucune faille. Elena, dévastée par la perte de son mari, quitta l'Espagne en 1987 pour reprendre ses recherches en France, incapable de supporter les lieux qui lui rappelaient Antonio. La famille Vega continua à vivre avec cette blessure ouverte, cette absence d'explication qui rendait le deuil impossible à faire. Les 20 années qui suivirent la disparition d'Antonio transformèrent radicalement la famille Vega et la communauté de Tudela. Miguel Vega, le père d'Antonio, ne se remit jamais complètement du choc. Cet homme robuste, qui avait travaillé la terre toute sa vie, commença à montrer des signes de vieillissement prématuré. Il passait des heures à fixer l'horizon depuis sa propriété, comme s'il espérait voir son fils revenir par les sentiers qu'ils avaient si souvent parcourus ensemble. Rosa Mendoza, la mère d'Antonio, canalisa sa douleur dans l'action. Elle créa en 1987 l'Association des familles de disparus de Navarre, une organisation qui aidait d'autres familles confrontées à des situations similaires. Chaque mois, elle organisait des recherches bénévoles dans différentes zones des Bardenas, espérant toujours découvrir un indice que les équipes officielles auraient manqué. Tant qu'on n'a pas trouvé son corps, il reste un espoir, répétait-elle inlassablement. Carmen Vega, devenue institutrice comme sa mère, consacra une grande partie de ses économies à engager des détectives privés. Entre 1987 et 1995, elle fit appel à 3 enquêteurs différents qui explorèrent toutes les pistes possibles: accidents, enlèvements, fuites volontaires, crimes passionnels. Aucune investigation ne produisit le moindre résultat tangible. En 1998, enceinte de son premier enfant, Carmen prit la difficile décision d'arrêter les recherches actives, tout en gardant l'espoir qu'un jour, la vérité éclaterait. La communauté scientifique espagnole n'oublia pas Antonio Vega. En 1990, l'université de Saragosse créa le prix Antonio Vega pour récompenser les jeunes chercheurs en géologie environnementale. Ses anciens collègues publièrent ses derniers travaux à titre posthume en 1991. Un ouvrage intitulé « Écosystèmes arides et impact anthropique » qui devint une référence dans le domaine. Dr. Elena Martinez, son épouse, reconstruisit sa vie en France, où elle intégra l'Institut national de recherche agronomique de Montpellier. Elle se spécialisa dans l'étude des contaminations radioactives des sols, un domaine qu'Antonio avait commencé à explorer dans ses dernières recherches. En 2001, elle épousa un collègue français, mais garda le nom de Vega par respect pour la mémoire de son premier mari. Elle ne retourna jamais en Espagne. Au fil des années, plusieurs événements ravivèrent l'intérêt pour l'affaire Antonio Vega. En 1993, un randonneur belge découvrit dans une grotte des Bardenas des ossements humains qui s'avérèrent être ceux d'un berger disparu au XVIIIe siècle. En 1999, la fonte exceptionnelle des neiges révéla les restes d'un avion de la guerre civile espagnole. Chaque fois, la famille Vega espérait, et chaque fois, elle était déçue. La région des Bardenas elle-même évolua considérablement entre 1986 et 2006. Le tourisme se développa progressivement, attirant des milliers de visiteurs annuels fascinés par ces paysages lunaires. Des sentiers balisés furent créés, des aires de camping aménagées, et la zone fut placée sous surveillance environnementale stricte après sa classification UNESCO en 2000. Paradoxalement, cette fréquentation accrue rendait encore plus mystérieuse la disparition d'Antonio. Avec des centaines de randonneurs parcourant désormais la région chaque année, comment aucun indice n'avait-il jamais été découvert? Cette question hantait particulièrement les anciens participants aux recherches de 1986. José Luis Hernandez, le garde forestier qui avait croisé Antonio le matin de sa disparition, prit sa retraite en 2002. Jusqu'à son dernier jour de service, il continua à scruter le terrain lors de ses patrouilles, gardant toujours l'espoir de découvrir quelque chose. Antonio était un homme bon, confiait-il souvent à ses collègues. Il méritait mieux que de disparaître sans laisser de traces. Le capitaine Miguel Santamaria, qui avait dirigé les recherches initiales, fut muté à Madrid en 1992. Avant son départ,
Il remit personnellement à Carmen Vega tous les éléments du dossier, lui promettant que l'affaire ne serait jamais définitivement fermée. « Votre frère était quelqu'un d'exceptionnel, lui dit-il. S'il y a jamais du nouveau, nous serons les premiers à rouvrir l'enquête. » En 2003, l'affaire connut un regain d'attention médiatique quand un journaliste du quotidien El País publia une enquête approfondie sur les disparitions non élucidées en Espagne. L'article consacré à Antonio Vega soulevait plusieurs questions troublantes. Pourquoi son matériel géologique n'avait-il jamais été retrouvé? Que contenaient exactement les appels téléphoniques mystérieux qu'il recevait avant sa disparition? Pourquoi avait-il acheté un coffre-fort juste avant de mourir? Cette publication provoqua un afflux de témoignages au commissariat de Tudela. Plusieurs personnes affirmaient avoir vu Antonio dans différentes villes d'Espagne, ou même à l'étranger. Tous ces témoignages furent minutieusement vérifiés et s'avérèrent sans fondement. Cependant, l'un d'entre eux attira l'attention des enquêteurs. Un ancien militaire français, Marcel Durand, contacta les autorités espagnoles en déclarant avoir participé à des exercices secrets dans la région des Bardenas en octobre 1986. Selon lui, des unités spéciales françaises et espagnoles menaient régulièrement des manœuvres discrètes dans cette zone frontalière. Son témoignage, bien que troublant, ne put être vérifié car les archives militaires de cette période demeuraient classifiées. En 2005, la découverte de documents déclassifiés de la CIA révéla que les services secrets américains s'intéressaient de près aux activités françaises dans les Pyrénées durant les années 80. Ces documents, largement censurés, mentionnaient des expérimentations non spécifiées dans des zones désertiques près de la frontière espagnole. Cette révélation relança les spéculations, mais sans apporter de preuves concrètes. Le 23 septembre 2006, Henri Leclerc guidait son troupeau de 200 brebis mérinos vers les pâturages d'automne des Bardenas orientales. Âgé de 67 ans, ce berger français originaire de Tardé-Sorolus connaissait cette région comme sa poche. Depuis 40 ans, il menait ses bêtes paîtres dans ces terres arides qui offraient, malgré leur apparence hostile, une végétation nutritive appréciée des ovins. Cette journée de septembre était particulièrement claire, avec une visibilité exceptionnelle qui permettait d'apercevoir les sommets pyrénéens au loin. Henri progressait lentement le long du sentier qui serpente entre les formations rocheuses, quand ses chiens de berger commencèrent à manifester une agitation inhabituelle. Ils aboyaient en direction d'un amas rocheux situé à une 50aine de mètres du chemin principal. Intrigué par le comportement de ces animaux, Henri abandonna temporairement son troupeau pour aller examiner ce qui attirait leur attention. En s'approchant de l'affleurement calcaire, il remarqua que la récente érosion causée par les orages d'août avait déchaussé plusieurs pierres, révélant une petite cavité qui était restée cachée pendant des années. C'est en explorant cette anfractuosité avec sa lampe de poche qu'Henri découvrit l'objet métallique. La gourde militaire française, d'un vert olive caractéristique, était coincée entre deux blocs de grès. Malgré 20 années d'exposition aux éléments, elle était remarquablement bien conservée grâce au climat sec des Bardenas, qui agit comme un conservateur naturel. Henri examina l'objet avec curiosité. Les initiales AV étaient clairement gravées sur le flanc de la gourde, ainsi qu'un numéro de série militaire. Plus surprenant encore, la gourde contenait quelque chose. En la secouant délicatement, Henri entendit des bruits de papier et de petits objets qui s'entrechoquaient à l'intérieur. Le vieux berger avait vécu assez longtemps pour savoir que cette découverte était potentiellement importante. Il connaissait l'histoire de la disparition d'Antonio Vega, un fait divers qui avait marqué toute la région il y a 20 ans. Sans toucher davantage à l'objet, Henri marqua soigneusement l'emplacement avec des pierres et redescendit vers le village pour prévenir les autorités. Le lendemain matin, 24 septembre 2006, Henri se présenta à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-Pied-de-Port avec la gourde. Le maréchal des logis-chefs Philippe Larsson, responsable de la brigade, examina immédiatement l'objet et établit la connexion avec l'affaire Vega grâce aux initiales gravées. Conscient de l'importance potentielle de cette découverte,
Larson contacta immédiatement ses homologues espagnols de la Guardia Civil de Tudela. Le capitaine Eduardo Ruiz, qui avait repris le dossier Vega en 2000, se rendit sur place le jour même accompagné d'un expert en criminalistique de Pampelune. L'ouverture de la gourde se fit dans des conditions d'asepsie maximale, en présence des représentants des deux pays et d'un huissier pour authentifier la procédure. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent un ensemble d'éléments qui allaient révolutionner l'affaire. 12 échantillons de roches et de terre soigneusement étiquetés, des notes manuscrites en espagnol sur papier étanche, un petit carnet de mesures et 3 photographies en noir et blanc. Les échantillons portaient des étiquettes rédigées de la main d'Antonio avec des codes de référence, des coordonnées GPS précises et des annotations techniques. Mais ce qui frappa immédiatement les enquêteurs, c'est que toutes ces étiquettes mentionnaient des niveaux gamma anormaux ou des traces radioactives significatives. Les notes manuscrites, rédigées à l'encre indélébile sur du papier plastifié, contenaient des observations scientifiques détaillées. Antonio y décrivait la découverte de zones où la radioactivité naturelle dépassait largement les normes habituelles. Il mentionnait également des anomalies dans la faune locale. Nombreux cadavres d'oiseaux et de petits mammifères sans cause apparente de décès. Distribution géographique suggère une source de contamination ponctuelle. Le carnet de mesures révélait des relevés systématiques effectués sur plusieurs jours dans différentes zones des Bardenas. Les chiffres étaient alarmants. Dans certains secteurs, la radioactivité atteignait des niveaux 10 fois supérieurs à la normale. Antonio avait minutieusement cartographié ces zones et établi un périmètre de contamination qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés. Les 3 photographies montraient des installations temporaires, des préfabriqués militaires, des véhicules spécialisés et ce qui ressemblait à des équipements de forage ou d'excavation. Sur l'une des photos, on distinguait clairement des hommes en combinaison de protection et des panneaux portant l'inscription « Danger, radiation ». La dernière note du carnet, datée du 14 octobre 1986, soit la veille de la disparition d'Antonio, était particulièrement troublante. Contacté aujourd'hui par individu se présentant comme responsable sécurité. Demande remise immédiate de tous échantillons et documentation. Menace à peine voilée. Décider de dissimuler preuve en lieu sûr avant confrontation demain. Si quelque chose m'arrive, que cette gourde témoigne de la vérité. Cette découverte explosive déclencha immédiatement une enquête internationale. Le capitaine Eduardo Ruiz contacta le juge d'instruction Miguel Hernández de Pamplune, qui ordonna la réouverture officielle de l'affaire Antonio Vega le 26 septembre 2006, exactement 20 ans après les faits. La famille Vega fut informée dans la journée. Carmen, désormais mère de 2 enfants et directrice d'une école primaire de Tudela, reçut l'appel téléphonique du capitaine Ruiz vers 15h01. « Madame Vega, nous avons du nouveau dans l'affaire de votre frère », lui annonça-t-il d'une voix grave. Carmen s'effondra en sanglots, mélange de soulagement et d'angoisse après 20 années d'attente. Rosa Mendoza, maintenant âgée de 74 ans, accueillit la nouvelle avec un mélange de satisfaction amère et de colère. « Je savais qu'Antonio n'était pas mort dans un accident », répéta-t-elle au journaliste. « Mon fils était trop prudent et trop intelligent. Quelqu'un lui a fait du mal, et maintenant nous allons savoir qui. » Docteur Elena Martinez, contactée à Montpellier, prit le premier avion pour l'Espagne dès qu'elle apprit la découverte. Après 19 ans d'absence, elle revit les paysages qui avaient été le théâtre du drame. Antonio savait qu'il était en danger, confia-t-elle aux enquêteurs. Ces dernières semaines, il était différent, plus nerveux. Il disait qu'il avait découvert quelque chose d'important, mais il refusait de m'en parler pour me protéger. L'analyse des échantillons contenus dans la gourde fut confiée au Centre national de recherches énergétiques de Madrid. Les résultats, communiqués le 3 octobre 2006, confirmèrent les pires craintes. Tous les échantillons présentaient des niveaux de radiation artificielle caractéristiques de résidus d'essais nucléaires. Plus troublant encore,
L'analyse isotopique révélait des signatures radioactives typiques du plutonium, enrichi, utilisé dans les armes atomiques. Ces révélations provoquèrent un tollé médiatique international. Comment des déchets radioactifs militaires s'étaient-ils retrouvés dans une réserve naturelle? Quelles autorités étaient au courant? Et surtout, combien de personnes avaient été exposées à cette contamination pendant 20 ans? Le gouvernement français, interrogé par la presse, nia d'abord toute connaissance d'activité nucléaire dans la région. Cependant, des documents d'archives exhumés par des journalistes d'investigation révélèrent l'existence d'un programme secret franco-espagnol d'expérimentation d'armes nucléaires tactiques dans les années 80, baptisé Opération Sahara bis. Ce programme, lancé en 1983, visait à tester en conditions réelles l'impact d'explosions nucléaires de faible puissance sur les écosystèmes arides. Les Bardenas avaient été choisis pour leur isolement, leur faible densité de population et leur ressemblance avec les terrains où l'armée française pourrait être amenée à intervenir en Afrique du Nord. L'ancien ministre français de la Défense, Charles Hernu, interrogé par les journalistes, confirma l'existence de ces expérimentations tout en maintenant qu'elles respectaient tous les traités internationaux. Il s'agissait de tests de simulation, précisa-t-il. Aucune explosion réelle n'a jamais eu lieu sur le territoire espagnol. Cependant, cette version officielle fut rapidement contredite par les témoignages d'anciens militaires. Le colonel à la retraite André Faure, ancien responsable du Centre d'expérimentation du Pacifique, révéla que plusieurs essais souterrains de très faible puissance avaient effectivement eu lieu dans les Bardenas entre 1984 et 1987 dans le cadre d'un accord secret entre Paris et Madrid. L'objectif était de tester nos capacités de décontamination rapide après usage d'armes nucléaires tactiques, expliqua-t-il. Ces essais étaient parfaitement légaux dans le cadre des accords de défense bilatéraux, mais leur existence devait rester secrète pour éviter les protestations écologistes. Le gouvernement espagnol, pris de court par ces révélations, admit finalement avoir autorisé ces expérimentations en échange d'un transfert de technologie nucléaire civile. L'ancien Premier ministre Felipe González confirma avoir donné son accord personnel à ce programme en 1983, mais assura que toutes les précautions de sécurité avaient été prises. L'enquête révéla progressivement l'ampleur du cover-up. Antonio Vega, par ses recherches géologiques approfondies, était tombé par hasard sur les traces de ces expérimentations. Ses relevés précis de radioactivité et sa documentation photographique constituaient une menace directe pour la confidentialité de l'opération. Les notes retrouvées dans la gourde mentionnaient un rendez-vous fixé pour le 15 octobre 1986 avec un responsable sécurité qui exigeait la remise de tous ces échantillons. Ce contact était en réalité le commandant François Leclerc, officier de la Direction générale de la sécurité extérieure française, chargé de la protection du secret militaire. Leclerc, interrogé en novembre 2006 par la justice française dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, admit avoir rencontré Antonio Vega le 15 octobre 1986. Il était convoqué pour une explication sur ses recherches, précisa-t-il. Nous voulions simplement lui faire comprendre qu'il s'approchait de zones sensibles pour la sécurité nationale. Selon sa version, Antonio aurait refusé de remettre ses échantillons et menacé de rendre publiques ses découvertes. Il était très agité, presque hystérique. Il accusait la France d'empoisonner l'Espagne. Nous avons essayé de le raisonner, mais il est parti en courant vers les falaises. Cette version fut immédiatement contestée par les experts. L'analyse de la scène de crime, réexaminée 20 ans plus tard à la lumière des nouveaux éléments, révélait des incohérences flagrantes. Les traces retrouvées en 1986 suggéraient la présence de plusieurs personnes et non d'un homme seul en fuite. La vérité éclata finalement le 15 novembre 2006, exactement 20 ans jour pour jour après la disparition d'Antonio, quand un second témoin se manifesta. Gabriel Santaolalla, ancien sergent-chef de l'armée espagnole, rompit le silence qui l'étouffait depuis 2 décennies. Santaolalla
maintenant âgé de 58 ans et souffrant d'un cancer des poumons qu'il attribuait à son exposition aux radiations, contacta directement le juge Hernandez. « Je ne peux plus vivre avec ce secret », déclara-t-il lors de sa déposition. « Cet homme innocent est mort à cause de notre lâcheté. » Selon son témoignage, Gabriel faisait partie d'une unité mixte franco-espagnole chargée de la sécurité de l'opération Sahara bis. Le 15 octobre 1986, il accompagnait le commandant Leclerc pour ce qui devait être une simple conversation de mise au point avec le géologue espagnol. « Nous l'avons retrouvé à 14h30 près de sa voiture », raconta Santaolalla. Antonio Vega était effectivement très agité. Il brandissait ses échantillons en criant qu'il allait tout révéler aux médias. Le commandant Leclerc a tenté de le raisonner, lui promettant des compensations financières, même un poste dans l'équipe officielle du projet. Mais Antonio, guidé par sa conscience scientifique et son sens de l'éthique, refusa catégoriquement. Il disait que les gens avaient le droit de savoir, que leur santé était en danger. Il parlait des bergers, des touristes, des enfants qui pourraient être contaminés. Leclerc perdait patience. La situation dégénéra quand Antonio tenta de regagner sa voiture pour partir. Leclerc lui a bloqué le passage. Antonio a voulu le contourner et là, il y a eu une bousculade. Antonio est tombé. Sa tête a heurté violemment un rocher. Le bruit était horrible. Gabriel Santaolalla s'effondra en larmes en décrivant la suite. Il y avait du sang partout. Antonio ne bougeait plus. Leclerc a vérifié son pouls. Rien. Il était mort sur le coup. Nous avions tué un homme innocent. Le commandant Leclerc prit alors une décision qui allait hanter Gabriel pendant 20 ans. Il a dit qu'on ne pouvait pas révéler la vérité, que ça compromettrait des enjeux de sécurité nationale qui nous dépassaient. Il a organisé la disparition du corps. Avec l'aide de 2 autres militaires français arrivés en renfort, ils transportèrent le corps d'Antonio dans une zone reculée des Bardenas où des travaux d'excavation liés aux essais nucléaires étaient en cours. Nous l'avons enterré dans une fosse qui devait être recouverte de béton le lendemain dans le cadre des travaux de décontamination. Son corps repose aujourd'hui sous plusieurs mètres de béton radioactif. Gabriel révéla également le sort du matériel d'Antonio. Leclerc a récupéré tous ses équipements, le compteur Geiger, les échantillons, l'appareil photo, le carnet de notes. Tout a été détruit ou classifié. Mais il ne savait pas qu'Antonio avait caché une partie de ses preuves dans cette gourde. La confession de Santaolalla fut corroborée par l'analyse médico-légale des photographies trouvées dans la gourde. Les experts confirmèrent que les installations visibles sur les clichés correspondaient bien aux descriptions des sites d'expérimentation nucléaire décrits dans les documents déclassifiés. Le commandant François Leclerc, confronté au témoignage de son ancien subordonné, finit par craquer lors de son second interrogatoire, le 20 novembre 2006. « C'était un accident », répéta-t-il. « Nous ne voulions pas le tuer. Mais une fois que c'était fait, nous ne pouvions plus revenir en arrière. » Leclerc révéla que la décision de dissimuler la mort d'Antonio avait été validée au plus haut niveau de l'État français. Le ministre de la Défense lui-même était au courant. « On nous a dit que révéler la vérité compromettrait les relations franco-espagnoles et exposerait des secrets militaires vitaux. » L'enquête révéla également que l'opération Sahara bis avait causé une contamination radioactive bien plus étendue que prévu. Plusieurs villages de la région présentaient des taux de cancer anormalement élevés depuis les années 90, une statistique soigneusement occultée par les autorités sanitaires des 2 pays. L'analyse épidémiologique menée après la révélation du scandale révéla des chiffres alarmants. Dans un rayon de 20 km autour des sites d'essai, l'incidence des leucémies était 3 fois supérieure à la moyenne nationale espagnole. Les cancers de la thyroïde, particulièrement sensibles aux radiations, touchaient principalement les enfants qui vivaient dans la région dans les années 80. Plus troublante encore, plusieurs éleveurs avaient signalé dès 1987 des malformations congénitales inhabituelles chez leurs animaux, rapports systématiquement classés sans suite par les services vétérinaires. Docteur Isabelle Rodriguez,
épidémiologiste de l'Institut de santé Carlos III de Madrid, dirigea l'étude post-révélation qui établit définitivement le lien entre les essais nucléaires et les problèmes de santé régionaux. Les données sont incontestables, déclara-t-elle lors de la présentation de ses résultats en janvier 2007. La signature isotopique retrouvée dans les analyses sanguines des patients correspond exactement aux résidus des essais de l'opération Sahara bis. Nous avons identifié au moins 47 décès directement liés à cette contamination. Cette découverte déclencha une vague d'indignation sans précédent en Espagne. Les familles touchées organisèrent des manifestations devant l'ambassade de France à Madrid, exigeant des réparations immédiates. L'Association des victimes de l'opération Sahara bis, créée en urgence, regroupa plus de 300 familles dans toute la Navarre et l'Aragon. Les révélations sur l'ampleur de la contamination ébranlèrent également les milieux scientifiques internationaux. Plusieurs universités européennes lancèrent des études indépendantes pour vérifier les données espagnoles. L'Université de Genève, dirigée par le professeur Hans Müller, spécialiste des contaminations radioactives, confirma en mars 2007 que les niveaux de contamination mesurés dans les Bardenas correspondent à ceux observés autour des sites d'essais nucléaires atmosphériques des années 50 et 60. Ces confirmations scientifiques externes renforcèrent la crédibilité des accusations portées contre les gouvernements français et espagnols. L'Agence internationale de l'énergie atomique ouvrit une enquête officielle pour déterminer si les essais de l'opération Sahara bis avaient violé le traité de non-prolifération nucléaire signé en 1968. Dr. Elena Martinez, confrontée à ces révélations, comprit enfin pourquoi Antonio avait semblé si préoccupé dans ces dernières semaines. Il avait découvert l'horreur, dit-elle lors de son témoignage au procès. Mon mari avait mesuré des niveaux de radiation qui dépassaient tout ce qu'il connaissait. Il savait que des gens allaient mourir si rien n'était fait. Antonio est mort parce qu'il voulait protéger les innocents. Il a été tué pour son honnêteté et son courage. Elena révéla également des détails troublants sur les derniers jours d'Antonio. La semaine avant sa disparition, il avait contacté plusieurs journalistes scientifiques espagnols et français. Il préparait un dossier complet avec photos, analyses et témoignages de bergers locaux. Il voulait que l'affaire éclate au grand jour, avant que d'autres personnes ne soient contaminées. Les appels téléphoniques mystérieux qu'il recevait étaient des tentatives d'intimidation pour l'empêcher de parler. Le témoignage d'Elena fut corroboré par celui de Pilar Sanchez, secrétaire de rédaction du journal El País en 1986. Effectivement, un géologue de Tudela nous avait contacté fin septembre 1986, confirma-t-elle. Il prétendait avoir découvert des traces de contamination nucléaire dans une réserve naturelle. Nous avions prévu un rendez-vous pour le 20 octobre, mais il n'est jamais venu. Quand nous avons appris sa disparition, nous avons pensé à une coïncidence tragique. Ces révélations ajoutèrent une dimension supplémentaire au drame d'Antonio Vega. Non seulement il avait été tué pour ses découvertes, mais sa mort avait également empêché l'alerte précoce qui aurait pu sauver des vies. Combien de cancers auraient pu être évités si Antonio avait pu publier ses recherches? Cette question entra longtemps les consciences. L'enquête journalistique menée parallèlement au procès révéla que l'opération Sahara bis s'inscrivait dans un programme beaucoup plus vaste de coopération nucléaire franco-espagnole. Dès 1982, les deux pays avaient signé un accord secret de partage technologique qui prévoyait l'utilisation du territoire espagnol pour des expérimentations françaises en échange d'un transfert de savoir-faire nucléaire civil. Cet accord, négocié personnellement entre François Mitterrand et Felipe González lors d'un sommet informel à Biarritz en août 1982, resta totalement secret pendant 25 ans. Les archives déclassifiées révélèrent que l'objectif français était de tester en conditions réelles l'efficacité de nouvelles armes nucléaires tactiques destinées aux interventions en Afrique, tout en offrant à l'Espagne un accès privilégié à la technologie nucléaire civile française.
L'Espagne sortait à peine de la dictature franquiste et voulait rattraper son retard technologique, expliqua l'ancien ambassadeur français en Espagne, Jacques Blot, lors de son audition parlementaire en 2008. Le programme nucléaire civil espagnol était balbutiant, et la France offrait une solution clé en main. Personne n'imaginait alors les conséquences tragiques de ces essais. Le procès qui s'ouvrit en mars 2007 devant le tribunal de Pampelune marqua un tournant dans l'histoire judiciaire européenne. Pour la première fois, des agents des services secrets français étaient jugés en Espagne pour homicide involontaire et dissimulation de cadavres dans le cadre d'opérations militaires secrètes. François Leclerc et Gabriel Santaolalla furent condamnés respectivement à 8 et 5 ans de prison ferme. Deux autres militaires français, identifiés grâce au témoignage de Santaolalla, écopèrent de peine avec sursis. Les gouvernements français et espagnols furent condamnés à verser des dommages et intérêts de 2,5 millions d'euros à la famille Vega. Plus important encore, le procès força les deux pays à révéler l'ampleur réelle de l'opération Sahara Bis. Entre 1984 et 1987, 15 essais nucléaires souterrains de faible puissance avaient été effectués dans les Bardenas, contaminant une zone de 30 km² qui ne sera complètement décontaminée qu'en 2025. Un programme de surveillance médicale fut mis en place pour toutes les personnes ayant vécu ou travaillé dans la région durant cette période. Plus de 3000 personnes bénéficièrent d'examens gratuits et plusieurs dizaines de cas de cancer liés à l'exposition radioactive furent officiellement reconnus et indemnisés. Carmen Vega, devenue porte-parole des victimes de l'opération Sahara Bis, créa la Fondation Antonio Vega pour la transparence scientifique. Cette organisation surveille désormais les activités gouvernementales susceptibles d'avoir un impact environnemental et milite pour la publication obligatoire des études d'impact sanitaire. Mon frère est mort parce qu'il croyait que la vérité scientifique devait primer sur les intérêts politiques, déclara-t-elle, lors de l'inauguration de la Fondation en 2008. Sa mort ne sera pas vaine si elle permet d'éviter qu'une telle tragédie se reproduise. Docteur. Elena Martinez retourna en Espagne en 2009 pour diriger le nouveau centre de recherche sur les contaminations radioactives de Saragosse, financé en partie par les dommages et intérêts versés à la famille. Ces recherches sur la décontamination des sols arides font aujourd'hui référence mondiale. Rosa Mendoza ne vécut pas assez longtemps pour voir la justice rendue. Elle s'éteignit paisiblement en janvier 2007, quelques semaines avant l'ouverture du procès. Ses derniers mots furent pour remercier Henri Leclerc, le berger qui avait découvert la gourde. « Maintenant, je sais où repose mon fils », murmura-t-elle. En 2010, un mémorial fut érigé dans les Bardenas, à l'endroit exact où la gourde d'Antonio avait été découverte. L'inscription, en espagnol et en français, rend hommage à Antonio Vega, scientifique intègre mort pour avoir voulu protéger son prochain, et à tous ceux qui choisissent la vérité malgré le danger. Le mémorial, conçu par l'architecte navarrais Santiago Cirujeda, se compose d'une stèle de pierre locale surmontée d'une sculpture représentant une gourde militaire ouverte d'où s'échappent des échantillons de roches cristallisées dans le bronze. La cérémonie d'inauguration, présidée par le roi Juan Carlos Ier, rassembla plus de 2000 personnes venues de toute l'Europe. Parmi les invités d'honneur figuraient des représentants d'organisations de défense des droits humains, des scientifiques du monde entier et plusieurs familles de victimes d'expérimentations nucléaires secrètes. L'événement marqua un tournant dans la reconnaissance officielle des crimes liés au secret nucléaire. Henri Leclerc, le berger qui avait découvert la gourde, prononça un discours émouvant devant l'Assemblée. « Je ne suis qu'un simple berger, mais cette découverte m'a appris que nous avons tous la responsabilité de dire la vérité, même quand elle dérange les puissants. Antonio Vega est mort parce qu'il a eu ce courage. Aujourd'hui, nous lui rendons l'hommage qu'il mérite. »
Les Bardenas réales, désormais entièrement décontaminés grâce à un programme de réhabilitation de 50 millions d'euros financé conjointement par la France et l'Espagne, ont retrouvé leur statut de réserve naturelle protégée. Des panneaux informatifs en 4 langues expliquent aux 150 000 visiteurs annuels l'histoire de l'opération Sahara Bis et rendent hommage aux victimes de cette tragédie environnementale. Un sentier de randonnée de 12 km, baptisé Chemin de la mémoire Antonio Vega, permet aux visiteurs de découvrir les anciens sites d'expérimentation, aujourd'hui transformés en observatoires ornithologiques. À chaque étape, des bornes explicatives détaillent l'impact des essais nucléaires sur l'écosystème et les mesures de restauration entreprises. La création du centre de documentation sur les expérimentations nucléaires secrètes, installé dans un bâtiment moderne de Tudela, constitue l'un des héritages les plus importants de l'affaire Antonio Vega. Ce centre, unique en Europe, rassemble archives, témoignages et documents sur les programmes nucléaires clandestins menés pendant la guerre froide, dirigé par Dr. Carmen Vega, la sœur d'Antonio, il accueille chaque année des centaines de chercheurs et d'étudiants du monde entier. Notre objectif n'est pas de nourrir la polémique, mais de faire œuvre de pédagogie, explique Carmen Vega. Les nouvelles générations doivent comprendre comment des démocraties ont pu autoriser de telles expérimentations au mépris de la santé publique. L'histoire d'Antonio doit servir de garde-fou pour l'avenir. Le centre abrite également les archives personnelles d'Antonio, léguées par Elena Martinez en 2015. Carnet de recherche, correspondance scientifique, photographie de terrain. Tout l'univers du géologue assassiné est désormais accessible aux chercheurs. La pièce maîtresse de cette collection reste la fameuse gourde militaire, exposée dans une vitrine climatisée avec les échantillons et notes qui permirent de révéler la vérité. L'affaire Antonio Vega a également transformé la législation européenne sur la transparence scientifique. Le protocole Vega, adopté par le Parlement européen en 2012, oblige tous les États membres à publier dans un délai de 10 ans maximum les études d'impact environnemental et sanitaire de leur programme de recherche militaire. Cette directive, saluée par les organisations de défense des droits humains, constitue l'un des premiers instruments juridiques contraignants en matière de transparence nucléaire. Gabriel Santaolalla, libéré en 2012 après avoir purgé sa peine, consacre désormais sa vie à témoigner dans les écoles sur les dangers du silence complice. Ces interventions, organisées en partenariat avec la Fondation Antonio Vega, touchent chaque année plus de 10 000 élèves espagnols et français. J'ai appris qu'il n'y a pas de petit courage, dit-il souvent aux jeunes. Antonio Vega avait raison. La vérité finit toujours par éclater, mais combien de souffrances auraient pu être évitées si nous avions eu son courage dès le début? Le témoignage de Santaolalla s'enrichit chaque année de nouveaux détails sur les mécanismes psychologiques qui poussent au silence. Nous nous disions que nous servions l'intérêt supérieur de la nation, que notre obéissance protégeait des enjeux qui nous dépassaient. En réalité, nous protégions surtout nos carrières et notre tranquillité. Antonio, lui, a choisi de protéger la vie humaine. C'est la différence entre un héros et un lâche. Ces témoignages ont inspiré plusieurs œuvres artistiques et littéraires. En 2018, le réalisateur Pedro Almodóvar adapta l'histoire d'Antonio Vega dans un film intitulé « La gourde du désert », qui remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes. Le film, tourné en partie dans les véritables Bardenas réales, contribua à faire connaître cette histoire au grand public international. L'acteur Oscar Isaac, qui incarnait Antonio Vega dans le film, déclara lors de la cérémonie de remise des prix « Cette histoire nous rappelle que la science et la conscience sont indissociables. Antonio Vega est mort parce qu'il a refusé de séparer son expertise technique de sa responsabilité morale. C'est un exemple pour tous les scientifiques d'aujourd'hui. Le succès du film relança l'intérêt pour l'affaire et permit de financer de nouvelles recherches sur les conséquences à long terme de l'opération Sahara Bis. Une étude génétique lancée en 2019 sur 3 générations de familles exposées
révéla des mutations transmissibles liées à l'exposition radioactive, confirmant les craintes les plus sombres des scientifiques. Le commandant François Leclerc mourut en prison en 2009, emportant dans sa tombe d'autres secrets sur les opérations secrètes françaises des années 80. Ses supérieurs hiérarchiques ne furent jamais inquiétés, protégés par le secret défense et l'immunité diplomatique. Cependant, des documents déclassifiés en 2020 révélèrent que l'opération Sahara bis n'était qu'un élément d'un programme beaucoup plus vaste d'expérimentation nucléaire secrète menée par la France en coopération avec plusieurs pays alliés. Ces révélations tardives alimentent encore aujourd'hui les travaux des historiens et des journalistes d'investigation. L'association Vérité et Justice pour les victimes du nucléaire militaire, créée en 2015, continue de réclamer la déclassification complète des archives françaises relatives aux expérimentations nucléaires de la guerre froide. L'affaire Antonio Vega n'est que la pointe de l'iceberg, affirme Jean-Marie Collin, porte-parole de l'association. Combien d'autres scientifiques ont-ils été réduits au silence? Combien d'autres populations ont-elles été exposées en secret? Tant que tous les documents ne seront pas publics, la vérité complète nous échappera. En 2016, 30 ans après la disparition d'Antonio, l'UNESCO déclara les Bardenas Reals site de mémoire pour la paix, reconnaissant officiellement les souffrances causées par l'opération Sahara bis et l'héroïsme d'Antonio Vega. La gourde militaire qui révéla la vérité est aujourd'hui exposée au musée de la paix de Guernica, accompagnée des échantillons et des notes d'Antonio. Des milliers de visiteurs viennent chaque année découvrir cette histoire, qui prouve qu'un simple objet peut faire trembler les gouvernements. Henri Leclerc, le berger qui découvrit la gourde, reçut en 2017 la médaille d'honneur de la région de Navarre pour sa contribution à la manifestation de la vérité. Âgé aujourd'hui de 82 ans, il continue de mener ses brebis dans les Bardenas, gardien involontaire de cette mémoire douloureuse mais nécessaire. Cette affaire nous montre comment la quête de vérité scientifique peut se heurter aux intérêts géopolitiques les plus sombres, mais aussi comment la persévérance familiale et les hasards du destin peuvent finalement faire triompher la justice. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous pressenti que des expérimentations nucléaires secrètes étaient à l'origine de la disparition d'Antonio? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux affaires de cette envergure.